Le dipôle RC. Bonjour tout le monde, on va étudier aujourd'hui la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. On va entamer de visualiser le phénomène de charge par un oscilloscope et on va essayer d'interpréter cette courbe afin de comprendre le problème de charge, ainsi de suite. Et on va mettre en équation le phénomène de charge, on va essayer d'établir l'équation différentielle et on va la résoudre. Pour l'étude de la constante du temps et l'étude énergétique, on va faire dans un autre vidéo. On va commencer par expliquer quelques termes, un nouveau terme comme le mot dipôle RC, parce qu'on a s'habitué de dire un dipôle, un seul composant. Mais maintenant, on a un dipôle RC. Donc, le mot dipôle veut dire un composant qui possède deux pôles. Vous avez vu en deuxième année le tripôle, les transistors. Vous avez vu aussi l'année dernière les quadripôles. Donc, c'est un dipôle, c'est un composant qui possède deux pôles. D'accord? RC parce qu'il est composé de deux composants, le résistor et le condensateur. Voilà. Le deuxième mot qui est nouveau aussi, un échelon de tension veut dire une variation brusque de la tension entre une valeur nulle et une valeur constante. On peut aboutir à cet échelon lors de l'ouverture d'un interrupteur, ou bien on peut utiliser un GBF qui est avec un signal carré. Il va nous donner une succession des échelons de tension. D'accord? Pourquoi on cherche l'échelon de tension dans notre cours? Parce que le phénomène qu'on va mettre en évidence, le phénomène de charge, la partie transitoire, on ne peut avoir vraiment qu'avec un échelon de tension. D'accord? Une borne négative commune entre les générateurs et les condensateurs. Comment réaliser ça en pratique? C'est simple, donc il faut lier le condensateur directement au bord négatif du condensateur. Puis cette point commun, on devrait le connecter à la masse de l'oscillo. Puis on va visualiser la borne positive du générateur à la sortie 1 de l'oscillo. Et on va aussi connecter la borne positive du condensateur à l'oscillo. De cette façon, on peut observer les deux courbes, UC aux bornes du condensateur et UG aux bornes du générateur. Voilà les deux courbes donc données par l'oscillo. Une qui est constante, ça représente bien la tension aux bornes du générateur. La deuxième en vert, c'est la tension aux bornes du condensateur. Elle présente bien deux tensions, deux parties, pardon. Une première partie, le régime transitoire, elle est limitée par couleur bleue. Une deuxième partie qui est le régime permanent. Au régime de transitoire, la tension évolue progressivement de la valeur nulle à une valeur constante. Lorsqu'il demeure constante, c'est le régime permanent. Maintenant, on peut poser la question, pourquoi on prend la tension initialement 0? Qu'est-ce que ça veut dire ça avant tout? Cela veut dire que le condensateur est déchargé. Est-ce qu'on peut charger ou bien voir le phénomène lorsque le condensateur n'est pas totalement déchargé? Eh bien, la question, oui. Mais quelle est la différence? On peut voir une partie de la courbe, c'est-à-dire on ne va pas voir toute la courbe du régime transitoire, comme si vous avancez l'axe de tension sur l'axe du temps, donc vous faites une certaine translation, vous allez prendre une certaine branche de la partie transitoire. D'accord, tout en respectant la valeur initiale de tension de condensateur. Est-ce qu'il est à demi chargé? Combien y a-t-il de charge? Le pourcentage de charge va imposer une certaine tension. On va commencer par cette tension initiale, on ne va pas commencer par 0. Mais on prend toujours un condensateur totalement déchargé pour voir le phénomène dans sa totalité. D'accord, voilà. On applique la loi des mailles. Donc, en choisissant un sens, on a UG moins UR moins UC égale à 0. D'après loi d'Ohm, UR égale R fois I.
Donc on a un nouveau variable i, il faut l'exprimer en fonction de uc pour avoir une équation à un seul inconnu. Donc on connaît bien que i égale dq sur dt. Et on a vu dans le vidéo précédent que q égale c fois uc. D'accord? Donc di s'écrit d sur dt de cuc. On va sortir la constante c de la dérivée parce que c'est une constante, devient c duc sur dt. On va l'injecter dans l'équation. On va avoir E moins RC duc sur dt moins UC égale à 0. On divise toute l'équation par RC. Donc, elle devient E sur RC moins 2UC sur dt moins UC sur RC égale à 0. Bon, pourquoi on doit diviser par la constante RC? C'est la forme canonique d'une telle équation qui s'appelle équation différentielle. Donc, une équation différentielle a une forme générale. Une constante égale la dérivée du variable qui est UC plus le variable fois une constante. C'est ça la forme canonique. Exactement comme les formes des équations polynômes ax carré plus bx plus c, ainsi de suite. Donc, il faut respecter sa forme. C'est pour cette raison qu'on divise par RC. D'accord, donc voilà l'équation différentielle, c'est un peu nouveau pour vous. Équation différentielle parce que elle lie le variable à sa différentielle, à sa dérivée, d'accord. Donc on a duc sur dt plus uc sur rc, donc les deux existent dans une même équation. C'est pour cette raison qu'on appelle l'équation différentielle de premier ordre parce que la dérivée est de premier ordre et il n'est pas un dérivé second. Et avec second membre, parce qu'on a, et c'est pas zéro, on a une constante égale à une constante, E sur RC. Pour résoudre maintenant cette équation différentielle, on va admettre une forme générale de la solution, UC égale A plus B exponentielle alpha t, avec A, B, alpha sont des constantes qu'on va déterminer. Donc, pour déterminer ces constantes, on va commencer par la condition initiale qu'on connaît déjà. On connaît qu'AT égale à 0, notre condensateur est déchargé. Qu'est-ce que ça veut dire? UC égale à 0. On va utiliser cette condition afin de déterminer l'un de ces constantes. Donc, on écrit ça dans l'expression de T égale à 0, devient A plus B exponentielle 0 fois alpha. Donc là, je m'arrête un peu pour vous rappeler un peu de la fonction exponentielle que vous allez étudier cette année. Exponentielle est une fonction, comme le cos, comme le sin, comme toutes les fonctions que vous connaissez. Voilà qu'on devrait connaître quelques propriétés afin d'entamer ce chapitre. Donc exponentielle 0 égale à 1. Limite en plus l'infini de exponentielle x égale plus l'infini. Limite en moins l'infini de exponentielle x égale à 0. Voilà à propos des limites, qu'est-ce qu'on devrait connaître. On revient maintenant à l'expression de UC et on remplace t par 0. Donc UC de t égale à 0 est égal à plus b exponentielle 0. On a dit que exponentielle 0 égale à 1, donc on va voir a plus b égale à 0. Cela ne donne que A égale à moins B. Donc, on a diminué d'une constante. Au lieu de voir 3 constantes, on a seulement 2. Parce que A et B sont liés par cette simple relation A égale à moins B. On va passer maintenant pour la deuxième condition qu'on va utiliser pour déterminer toutes les constantes. Cette deuxième condition, c'est la vérification de l'équation. Donc, comment vérifier l'équation? Je donnerai une idée simple pour comprendre qu'est-ce qu'on va faire exactement. Si par exemple on a une équation x plus 1 égale à 0 et je vous donne que 2 est une solution de cette équation, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplacer x par 2. Donc vous allez avoir 2 plus 1 égale à 0. Et c'est correct cette équation? Bon, certainement non, parce que 2 plus 1 égale à 3. Donc 2 ne vérifie pas l'équation. Donc c'est pas une solution. Si je vous dis que moins 1 est une solution de cette équation, vous allez remplacer x par moins 1 et vous allez voir moins 1 plus 1 égale à 0. Donc moins 1, il vérifie bien l'équation. Donc c'est une solution. Est-ce que vous avez compris maintenant l'histoire de la vérification de l'équation? C'est-à-dire, on va voir cette expression proposée, on va l'injecter dans l'équation différentielle et l'équation différentielle devrait être vérifiée pour qu'on justifie que vraiment c'est une solution. Voilà.
Donc, on revient à notre expression UC qui est égale à plus B exponentielle alpha t et remplace B par moins 1. On a trouvé ça à partir de la condition initiale. On a dit que B égale à moins 1. On va factoriser, on met A en facteur. On va voir A facteur de 1 moins exponentielle alpha t. Cette expression, cette écriture, elle devrait justifier l'équation différentielle. Avant de faire la justification, je vais m'arrêter un peu pour vous rappeler du dérivé de la fonction exponentielle. Donc, je vous rappelle que la dérivée d'exponentielle x égale exponentielle x. La dérivée du constante a fois exponentielle alpha x égale alpha fois a fois exponentielle alpha x. La dérivée de exponentielle moins alpha x égale moins alpha exponentielle moins alpha x. Bon, ces deux derniers dérivés ne sont pas bien compris parce que ils se basent sur le principe de la fonction composée. Si vous voulez, je vais faire une vidéo pour vous faire comprendre cette fonction composée. D'accord? Sinon, vous apprenez ce résultat. Voilà. On va maintenant appliquer la dérivée à UC qui est égale à facteur de 1 moins exponentielle alpha t. On développe est égal à 1 moins a fois exponentielle alpha t. Dérivée de UC par rapport au temps, ça donne dérivée de a par rapport au temps qui est 0. Et dérivée de a fois exponentielle alpha t, on va sortir le a de la dérivée, ça donne moins a. Dérivée de alpha t, ça donne bien alpha fois exponentielle alpha t. Donc, enfin, on va voir la dérivée de UC par rapport au temps, moins A alpha exponentielle alpha t. On va l'injecter dans l'équation différentielle qui s'écrit EC sur RC égale DUC sur DT plus UC sur RC. On remplace DUC sur DT par moins A alpha exponentielle alpha t plus UC qui s'écrit A moins A exponentielle alpha t, le tout divisé par RC. On va sortir en facteur A exponentielle alpha t en facteur. Il nous reste moins alpha, moins 1 sur RC. Le facteur commun de deux termes. Plus la constante A sur RC. Tout ça est égal à une constante E sur RC. On remplace que les deux écritures ne sont pas identiques. On va ajouter 0. Pourquoi ? Parce que la première écriture s'écrit sous la forme d'une constante plus une fonction de temps. A exponentielle alpha t fois tout ce facteur, c'est une fonction de temps. Pour avoir un autre terme qui est dépendant de temps, on ajoute 0, par exemple, fois notre fonction f de t. Par identification maintenant, on va voir que cette constante A sur RC est égale à l'autre constante de l'autre côté, est égale E sur RC, et que le facteur de temps est égal à 0. Maintenant, A exponentielle alpha t fois moins alpha moins 1 sur RC égale à 0. On a un produit égal à 0, donc l'un de deux facteurs égal à 0. Bien sûr, A exponentielle alpha ne peut pas être égal à 0. Donc, c'est le parenthèse qui est égal à 0. Moins alpha moins 1 sur RC égale à 0. Cela veut dire que alpha égale à moins 1 sur RC. On revient à la deuxième identité qui nous donne A sur RC est égal à E sur RC. On simplifie par 1 sur RC de deux côtés. On va voir A égale à E. D'où la solution en définitive s'écrit de la forme UC égale E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur RC. Donc on a remplacé A par E et la constante alpha par moins 1 sur RC. Donc on pose une constante de temps taux égale RC. On va faire une autre vidéo pour cette constante. Donc enfin on va voir UC égale à E facteur de 1 moins exponentielle